Monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention se concentrera sur 2 points, la défense européenne, la diplomatie européenne. Le programme EDIP, présenté par la Commission en mars 2024, n'a toujours pas été adopté. Il vise à développer une approche structurelle en faveur du renforcement de l'industrie de défense européenne. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où en sont les discussions sur EDIP ? La vision portée par la France peut-elle réussir à s'imposer dans les négociations ? Sur ce point, jusqu'où doit-on aller dans la clause de préférence européenne que nous avons défendue avec force dans la résolution européenne du Sénat ? Les États membres qui, comme la France, souhaitent des critères stricts pour l'éligibilité des entreprises, le contrôle des produits achetés, conformes à ceux du Fonds européen de défense, ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, 80% des investissements des États membres dans le domaine de la défense sont réalisés auprès de fournisseurs extérieurs à l'Union, dont 63% venant des États-Unis. Face à des moyens qui sont loin d'être illimités, chaque euro doit être pensé et dépensé au service de la sécurité des Européennes et des Européens. Notre ambition doit être la plus élevée possible. C'est pour cela que le taux de composants originaires de l'Union européenne ou de pays associés ne saurait être inférieur à 65% et doit tendre vers un taux minimal de 80%. Nous avions alerté sur l'insuffisance du montant dévolu au financement du programme jusqu'à fin 2027. Le Parlement européen propose, quant à lui, une hausse de 1,5 milliard à 21,5 milliards d'euros, préconisant d'utiliser une partie des prêts du dispositif SAFE pour financer ces 20 milliards d'euros. Monsieur le ministre, comment envisager une articulation pratique, sachant que les conditions d'éligibilité de ces 2 programmes sont différentes ? Le premier des piliers du plan ReArm-UE est une autorisation à s'endetter davantage s'il s'agit de dépenses de défense. La Commission européenne a donc appelé les États membres à activer de façon coordonnée la clause dérogatoire nationale du pacte de stabilité et de croissance. À ce jour, 16 pays sur 27 ont officiellement demandé l'activation de cette clause, pas la France. Pourquoi passer à côté de ce dispositif ? Expliquez-nous alors comment l'objectif de 650 milliards d'euros annoncé par la Commission européenne peut être atteint. L'argent étant le nerf de la guerre, la présentation mi-juillet de la proposition de la Commission sur le cadre financier pluriannuel post-2027 est donc très attendue. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelle est la position de la France sur la place accordée à la défense dans ce cadre financier ? Des premières pistes suggèrent une intégration de la défense dans un fonds unique de compétitivité ou encore la levée d'un nouvel emprunt européen pour financer les efforts de sécurité et de défense. Pouvez-vous nous en dire plus ? La position de la France favorable à ce nouvel emprunt peut-elle convaincre l'Allemagne et les pays dits frugaux qui y sont clairement réticents ? J'en viens à mon second point. Concernant la diplomatie européenne, la prudence stratégique affichée par l'UE afin de limiter l'escalade régionale, soutenir la stabilité dans une région où elle dispose de peu de leviers militaires, mais encore d'un peu d'intérêts économiques et diplomatiques, est un beau discours qui occulte l'absence d'unité entre les États membres, la faiblesse institutionnelle de sa diplomatie, son manque d'influence directe sur Téhéran ou Jérusalem, sans parler de Washington. Et finalement, à la vue des événements de ce week-end, l'échec de sa médiation et de sa tentative de préservation du dialogue. Faute d'une stratégie claire à long terme sur le Proche ou sur le Moyen-Orient, la diplomatie européenne œuvre en réaction aux événements. Monsieur le ministre, la conclusion du service européen pour l'action extérieure, transmis le 20 juin aux États membres sur le respect par Israël des droits de l'homme prévus par l'article 2 de l'accord d'association avec l'Union, est claire. Il y a des indications qu'Israël serait en violation de ses obligations en matière de droits de l'homme. Blocage des aides humanitaires à Gaza, niveau sans précédent de tués et de blessés parmi les civils, attaques contre les hôpitaux et les installations médicales, déplacement forcé de 90% de la population, attaques directes contre les journalistes.
Mais dans l'UE, il faut l'unanimité ou la majorité qualifiée pour passer à l'action. Monsieur le ministre, quelle est la position de la France sur la nécessité de réexaminer, voire de suspendre l'accord d'association entre l'Union et Israël? Allez-vous encore nous dire qu'il est urgent d'attendre? Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le bombardement de l'Iran par l'armée israélienne et américaine s'est produit au mépris de toutes les règles et conventions internationales, cela a été dit à plusieurs reprises. Les questions que je vous adresse d'emblée, monsieur le ministre, en amont de la réunion du Conseil européen sont donc les suivantes. Quelle position la France défendra-t-elle au sein du Conseil européen à l'égard de la décision unilatérale d'Israël et des États-Unis d'attaquer l'Iran, et ce en toute illégalité et au regard des divergences de vues qu'il y a au sein de l'Union? Quels sont les moyens à disposition de l'Union européenne pour garantir le respect du droit international par toutes les parties et permettre une résolution diplomatique durable de ce conflit latent? Et enfin, monsieur le ministre, et alors que se tient le sommet de l'OTAN, je souhaiterais revenir sur les moyens de défense propres à l'Union et en particulier sur le projet que vous avez annoncé, qui a été évoqué, de parapluie nucléaire pour l'Europe. La possible extension de la dissuasion française à d'autres pays européens sera-t-elle ou est-elle discutée lors du Conseil européen et quelles sont les limites envisagées d'un tel projet de parapluie nucléaire européen? La décision de bombarder l'Iran n'était pas fondée sur des preuves tangibles d'une menace imminente et le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas été consulté. L'attaque israélienne n'est pas un acte de légitime défense, mais entre bien dans le cadre d'une guerre préventive pourtant jugée illégale par l'ONU. Ces attaques témoignent aussi du manque total de considération pour les efforts de négociation européens. La fragile trêve obtenue n'efface pas non plus notre inquiétude quant aux déclarations intempestives des États-Unis et d'Israël sur l'éventualité d'un renversement par la force du régime iranien. En Irak et en Libye, les interventions militaires controversées des puissances occidentales ont conduit à des décennies de chaos. En Irak, étant en décomposition totale, les États-Unis sont intervenus sans l'aval de l'ONU et en Libye, divisé par les guerres civiles, le mandat onusien qui interdisait expressément toute opération de soutien à un changement de régime a été totalement bafoué. En Iran, c'est encore plus simple et plus radical puisque personne n'a été consulté. Comment qualifier par ailleurs des démocraties supposées libérales mais belliqueuses, elles-mêmes acteurs et complices d'exactions contre les populations civiles, problème que nous verrons par la suite, notamment en parlant de migration qui seront les conséquences de ces choix? Comment croire en la bonne foi du régime israélien qui invoque le droit à la légitime défense pour justifier le carnage à Gaza d'une population civile prise au piège, dont l'armée cible des infrastructures civiles, tue des personnes cherchant de l'aide humanitaire et affame délibérément la population? Si notre opposition au régime iranien est totale, elle ne justifie pas que l'on piétine le droit international et humanitaire devant lequel tout dirigeant est tenu de rendre des comptes. Quelles sanctions l'Union européenne est-elle prête à envisager pour mettre fin à la brutale loi du talion du régime israélien qui, avec l'aide des États-Unis, met en péril la stabilité du Moyen-Orient et menace les populations civiles? Quelle position, enfin, la France défendra-t-elle vis-à-vis d'une possible tentative de renversement du régime iranien par la force, dont on sait les conséquences potentielles que cela peut avoir et que nous ne souhaitons pas, encore une fois, pour des questions d'instabilité, mais aussi pour l'immigration de populations qui sont directement concernées et qui risquent d'être perturbées par ce renversement de régime?